Donc Mathieu Debar, je suis salarié du Dôme, enfin de Relais de Sciences, qui est l'association qui pilote le Dôme. Et peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet sur Parcours Digital, je crois qu'il faut un peu contextualiser, consolider l'espace dans lequel vous vous trouvez, parce que ça influe en grande partie sur le parcours dont je vais vous faire état. Ça va pas vous dynamiser beaucoup parce que c'est pas que c'est un parcours d'échecs, mais c'est un parcours semé d'embûches. Et donc je ne vais pas être porteur de solutions novatrices géniales à dupliquer, je vais plutôt être porteur de messages d'alerte sur une expérience qui est certes pour nous extrêmement positive, mais qui comporte aussi tout un ensemble de jalons et d'interrogations qui n'en finissent pas de nous interroger, et à juste titre je pense, et qui feront écho sans doute à des choses que j'ai déjà entendues ce matin. Pour planter un peu le décor, faire un peu de teasing. Donc le lieu dans lequel vous êtes, le Dôme est un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Donc nous ne sommes pas des acteurs de l'univers social, ni de l'insertion. Nous sommes un acteur culturel, en plus, du domaine des sciences et techniques. Par contre, ce bâtiment est une réponse à un projet culturel qui a été construit avant 2015, qui s'appelle InMedia, Innovation pour la médiation dans les territoires, qui a été construit à plusieurs centres de sciences, qui avaient envie de sortir de cette dynamique souvent descendante qu'est celle des centres de sciences, de cette flèche qui va du sachant vers l'apprenant. Déjà deux mots qui nous connectent un petit peu. Il est vrai que la plupart de nos homologues, et on ne leur jette pas du tout la pierre, mais c'est une posture de médiation qu'on a décidé d'interroger et du coup qu'on travaille différemment, de se dire, bon voilà, si on fait défiler des publics auprès d'une exposition, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils en retiennent, finalement, en quoi on fait avancer les questionnements contemporains, en quoi ça fait sens culturellement. À force de travailler cette question, on s'est dit, on va essayer de rompre avec cette posture. On va essayer de distribuer un peu plus les savoirs, de construire collectivement les savoirs, d'où un grand festival qui honore cet établissement qu'a initié François, qui s'appelle le Turfu Festival, qui est un festival des sciences participatives. Voilà. Le savoir est quelque chose qui se construit. Il se construit bien sûr avec des compétences, donc il se construit bien sûr avec le monde de la recherche, mais il se construit aussi avec vous, il se construit aussi avec des créatifs, il se construit aussi avec les publics finaux d'un telle ou telle opération. Voilà. Donc c'est l'espace dans lequel vous êtes et participe de cette dynamique générale, comme avec d'autres centres de sciences à l'échelle nationale, puisqu'on était avec Grenoble, on était avec Toulouse, on était avec Rennes, on était un petit bout avec Paris, on était un petit bout avec Bordeaux, et j'en oublie peut-être un. Non, c'est bon, ils sont tous là. Voilà. C'est un espace qui aussi se distribue verticalement, parce que le terrain qui nous a été donné était tout petit. Mais j'en profite pour dire que notre équilibre économique aussi, il est largement alimenté par tout ce qu'on fait tous, hein, des appels à projets, voilà, des fonds publics récurrents, mais aussi par notre capacité à louer nos espaces. Voilà, et donc cet espace était par exemple un espace qui est dédié, alors là dans le contexte de relation au CIBC, on est dans un contexte collaboratif, donc c'est un petit peu différent, même si le CIBC contribue à l'équilibre économique du Dôme à travers sa présence permanente dans nos murs, dans la résidence de projet et puis ce jour. Mais juste pour citer le fait que voilà, notre activité est aussi dans le champ économique de plein pied. Voilà. Et donc on a la TVA, les bénéfices, etc. Énorme, hein, bien sûr. Non, on reste en statut, bien sûr, association loi des 901. Donc voilà, pour contextualiser un petit peu, et le programme qui a permis la construction de ce bâtiment, c'est un programme qui est construit sur la question de l'égalité des chances. Et donc l'égalité des chances dans l'accès à la culture pour tous les publics. Et donc dans notre programmation culturelle, on a une attention très particulière qui relève plutôt de ma responsabilité, même si au Dôme, beaucoup de choses sont transversales et partagées, mais de faire venir ici des publics qui se trouvent plutôt exclus d'un centre de sciences, pour lesquels venir dans un centre de sciences est déjà un défi en soi. Alors je ne vous raconte pas quand vous avez en plus à faire ce bâtiment-là. Hein, quand vous le regardez dans la cité, vous ne vous dites pas tout de suite, tiens, c'est pour moi. Hein, imaginez ici, dans les quartiers périphériques, hein, vous déambulez en moto, en vélo ou à pied dans le centre-ville, vous ne vous dites pas, tiens, le Dôme, c'est un lieu qui m'est adressé à moi, qui est déjà peu de confiance en moi, en tout cas où j'ai extrêmement confiance en moi, mais moi, le bagage scientifique, c'est nul et non avenu, c'est un centre de sciences, voilà. Donc en général, on est plutôt perçu comme étant un bureau d'ingénieur. Vous voyez le chemin qu'on a à parcourir pour faire venir ici ce type de public, quoi. Donc voilà pour les petits éléments de contextualisation. Donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne Parcours Digital. Plutôt que faire des questions-réponses peut-être à la fin, comme il est d'usage, je sais que des fois quand on prend la parole comme ça c'est difficile, vous n'avez pas très envie d'interagir, vous êtes en train de tranquillement
reprendre pied avec la journée, mais n'hésitez pas, vous faites juste un petit signe par exemple, puis je comprendrai qu'il y a peut-être une question qui se pose, et puis aussi, des fois je peux partir en vrille un peu et pas être très clair du coup. Donc ça peut aussi moi m'aider à retomber sur mes pieds par rapport aux propos. Donc parcours digital. Voilà, donc c'est exemple d'une déconnexion entre notre... Je vais l'expliquer. Parcours digital. Donc ça c'est un petit objet qui a été fait au Fab Lab. C'est une découpe dans le bois. Donc il y a un atelier de fabrication numérique qui est juste au-dessus de vous. Est-ce que quelqu'un veut bien lever la main s'il ne connaît pas le mot Fab Lab ou ce qu'il y a dedans? Super. Ça veut dire quand même que la notion de Fab Lab n'est pas si partagée par tout le monde. Donc notre sujet, c'est une action de culture scientifique au service de l'insertion professionnelle des jeunes en décrochage scolaire. C'est ça notre sujet. Donc comme on peut difficilement capter des publics, j'allais dire, avec les outils de communication traditionnels, en disant viendez ici, la lumière c'est joli, on travaille beaucoup avec ce que vous appelez aussi sûrement des prescripteurs. C'est-à-dire que ce sont des gens, on s'adresse plutôt à des structures qui eux sont au contact de ces publics et avec lesquels on va essayer de bâtir des projets, des partenariats, des parcours. Donc en l'occurrence, Parcours Digital, on est soutenu par la Fondation Orange. Ça c'est important de le dire quand même, c'est-à-dire que le projet, alors si on ramenait au temps homme, la participation de la Fondation est toute petite, parce que la somme qui est là, c'est une somme qui est vraie pour une année, et c'est une somme qui est vraie pour 4 structures, parce que Parcours Digital a essaimé un peu sur le territoire et en dehors du territoire. Voilà les partenaires du projet. Donc au premier rang desquels, l'école de la deuxième chance, avec laquelle on travaille maintenant depuis 4 ans. On va engager notre 5e année de collaboration. Les missions locales, la mission locale Quand la mer Calvados Centre, pour ne pas la nommer. L'UEAJ, donc des jeunes qui sont placés sous main de justice. Éducation et formation, là on est plutôt sur le territoire Haute-Normandie, mais il ne faut pas le dire, mais donc c'est de l'autre côté de la Seine. Donc Orange Solidarité, qui n'est pas la Fondation Orange. Orange Solidarité, c'est un dispositif qui permet aux salariés d'Orange, quand ils sont en fin de carrière, de s'investir dans le milieu associatif. Donc ils le font de façon bénévole. Ils n'ont pas d'injonction particulière de le faire, c'est au bon vouloir de chacun. Donc ça connaît des hauts et des bas en fonction des territoires, en fonction de l'implication des salariés sur le dispositif. Et donc bien sûr la Fondation Orange, qui, je l'annonce officiellement, vient de renouveler son soutien à Parcours Digital. Donc je le sais depuis lundi. Donc ça c'était dans le diaporama, cette partie-là date un petit peu. Donc ça c'était l'année dernière. Cette année on replie la voilure un petit peu. On continue à travailler avec l'Écopo numérique dans un duo. L'Écopo numérique, pour ceux qui se situent, c'est sur l'agglomération de Rouen. Ils travaillent beaucoup avec Éducation et Formation justement. C'est à travers eux que le partenariat est arrivé. Et puis on a travaillé avec Ping, qui est à Nantes, le Fun Lab qui est à Tours, et l'écloserie numérique qui est à Boitron, petite commune de l'Orne. Alors le principe, c'est d'abord, vous connaissez, qui ne connaît pas le fonctionnement des E2C? Comment fonctionnent les E2C? Ok, donc je vais le dire un petit peu. E2C. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de l'E2C qui a de le faire à ma place, ce serait malvenu peut-être. J'aurais pu. Mais donc l'E2C, École de la deuxième chance, c'est donner la possibilité à des jeunes de reprendre un cheminement scolaire, mais dans une forme en alternance, puisqu'en fait ils passent une partie de leur temps dans un centre de formation pour apprendre, se repositionner sur un certain nombre de savoirs de base, se remobiliser, se remotiver, être dans la paire émulation, être accompagné donc par les formateurs École de la deuxième chance dans cette perspective. C'est Edith Cresson qui avait imaginé ce dispositif initialement. Et ils vont passer aussi une partie de leur temps en entreprise, avec potentiellement à la clé un emploi. Voilà, c'est ça le cheminement. Ils arrivent, tu me reprends, Karen, si je dis des bêtises. Et donc ils arrivent par séquence. Voilà, en fait, il y a un accueil d'élèves tout au long de l'année. Et la trajectoire va durer 6 à 8 mois. C'est ça. Et nous, du coup, on va venir, dans notre parcours digital ici, les élèves vont venir en différentes séquences. D'abord découvrir ce que c'est que cet établissement. Donc là, ils sont dans un contexte encadré, ils viennent juste découvrir ce qu'est le Dôme, ce qu'on peut y faire, ce qu'est l'atelier. Ça, c'est vrai pour à peu près tous les élèves de l'école à la deuxième chance. Et puis après, on va rentrer dans des choses qui vont être un peu plus impliquantes au niveau des jeunes.
Je fais un tout petit retour en arrière. Dans nos principes de fonctionnement aussi, on privilégie la durée au caractère peut-être éphémère de la rencontre. Si je reprends l'image de l'exposition, quand vous venez voir une exposition dans un centre de sciences, ou avec vos enfants ou pas, vous passez dans cette exposition et vous avez un temps de rencontre avec l'œuvre qui est lié à votre propre appétence avec l'œuvre que vous avez rencontrée, etc. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de construire une permanence de la rencontre. Et donc d'installer ce qu'on appelle une relation culturelle. On a même appelé, notre directeur, Bruno, appelle ça un indice de relation culturelle. Donc quand on dit nos chiffres, en fait, on parle moins d'effectifs que d'heures. Parce que ça nous semble beaucoup plus important. On pourrait dire, on a accueilli 50 000 personnes dans l'année, mais si vous avez 50 000 personnes qui viennent rien faire chez vous, ça ne veut rien dire. Si ce n'est que ça jette de la poudre aux yeux, 50 000, c'est génial, quoi. Bah non, nous on est plutôt sur 20 000, 8 000, puis il y a des degrés divers, et puis pour 500 d'entre eux, ça va être pendant 80 heures, voire plus. Des fois c'est moins, mais c'est ça qui nous intéresse. Et donc dans le contexte de parcours digital, tous les jeunes viennent découvrir ce qu'est le dos, mais pas tous ne vont s'inscrire dans véritablement ce qu'est le parcours. Et donc le parcours, il est jalonné par 3 mots-clés. Apprendre, faire et partager. Ces 3 mots-clés, ce n'est pas de notre invention, c'est la raison d'être des Fab Labs. Ce sont les 3 mots qui gouvernent le mouvement international des Fab Labs. Alors, il y a les petits mots qui sont à côté qui sont importants. Hein. C'est apprendre, une fois encore, on n'est pas dans une... il y a le prof qui est là, ou le chef d'atelier qui est là, puis qui dit, voilà, tu fais comme ci, tu fais comme ci, tu fais comme ci. Non, c'est, voilà la machine, voilà comment elle fonctionne, vas-y, prends-la, vas-y, tout de suite, tu fais. Tu prends en main, tu te trompes, et tu fais avec les autres, et vous faites en petits groupes, et comme ça, vous découvrez petit à petit. Alors bien sûr, il y a un petit temps d'adaptation. Les jeunes, quand ils déboulent ici, waouh, il y a un peu cet effet waouh, impression 3D, découpe laser, fraisage numérique, découpe vinyle, l'ordinateur, conception assistée par ordinateur, vous voyez, autant de mots qui, tout de suite, en principe, mettent un peu à l'écart. C'est vrai pour certains d'entre eux, mais assez vite, la sauce prend. Je peux en témoigner, c'est-à-dire qu'assez vite, il y a l'effet de groupe d'abord qui joue. Il y a un encadrement qui est très fort, parce qu'il y a des gens d'Orange Solidarité, il y a des gens du Dôme, il y a des gens de l'école de la deuxième chance qui sont là, donc il y a un encadrement qui est très fort. J'allais dire plus qu'un encadrement, une présence qui est très forte, parce que sur quoi je dois insister, c'est que tout le monde est au même niveau de connaissance, à part le chef d'atelier, parce que lui, il connaît ses machines. Mais les profs de l'école de la deuxième chance, ils ne connaissent rien, pas plus que les jeunes. Les gens d'Orange Solidarité, tout ingénieurs qu'ils étaient dans leur carrière, ils n'ont pas du tout traversé les outils qui sont ici, donc ils sont incapables de prendre en main une découpe laser. Donc en fait, la notion même d'encadrement, elle est plutôt, voilà, en fait, on va construire quelque chose ensemble. Et finalement, l'adulte qui est à côté de moi, il n'a pas une posture supra. Il est juste peut-être un peu plus rigoureux, il va peut-être avoir un peu plus d'attention, il va m'aider peut-être à me remobiliser autour de ce qui m'est présenté, mais il n'en sait pas plus que moi. Faire, il y a des mots à côté qui sont peut-être pas très en lien avec le mot faire, mais c'est que au fil des années, au fil de parcours digital, on s'est aperçu qu'il était intéressant de pas... au début, on était parti dans des trucs hyper simples, ils fabriquent leur prénom, ils le mettent sur un t-shirt, voilà. Mais socialement parlant, c'est motivant, un peu mobilisant pour eux, mais c'est pas très signifiant. Et petit à petit, en fait, on s'est dit, tiens, ce serait plus intéressant de les faire travailler sur des vrais sujets. Je sais pas si c'est des vrais sujets, le terme est peut-être mal choisi, mais en tout cas, ils travaillent sur le handicap, ils travaillent sur la mobilité. Ils vont essayer de prototyper, imaginer des choses qui sont en lien avec des grands défis contemporains. Et tout d'un coup, rien que ce fait-là, ça les... Ah bon, moi, on me demande de réfléchir à comment une personne en fauteuil roulant peut accéder sur un festival, Bourgard pour ne pas le citer, comment un aveugle il pourrait jouer en groupe avec d'autres aveugles à des jeux qui ne leur sont pas accessibles, et comment je peux imaginer et aller jusqu'à faire la chose moi-même, quoi. Donc ça les booste un peu. Et puis partager, ça les interroge énormément, parce qu'en plus, beaucoup d'entre eux, en tout cas, et d'entre elles, sont parce que pour le coup, c'est un public assez mixte, sont un peu dans l'idée du star system, quoi. Hein. C'est moi devant, moi le premier YouTuber, il a fait 5000 vues, il en a fait 15 millions. C'est le rapport unique à l'objet, à l'émerveillement, à la star, quoi. Hein. Tout d'un coup, l'argent qui tombe à flot, parce que si ou parce que ça. Et là, on essaye de leur faire passer, nous, une idée qui est maîtresse pour nous, c'est que non, on va jouer collectif. On va jouer collectif et on va construire ensemble l'objet, on va le réfléchir ensemble et surtout on va le rendre accessible à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire pour soi, il s'agit de faire pour les autres et gratuitement. Alors ça, on y arrive un petit peu. On y arrive un petit peu. Mais documenter les projets, ce qui est une nécessité normalement dans la charte des Fab Labs, hein, le fait de documenter ce qu'on fait pour le rendre accessible à d'autres, qui va le détourner, l'enrichir, le compléter,
ça fait partie normalement voilà, des fondamentaux dans les Fab Labs, les jeunes ont du mal à s'inscrire dans cette démarche. Il y a encore cette idée de la propriété de ce qu'on a créé. Voilà, le droit d'auteur, c'est extrêmement présent. Donc on travaille, mais c'est pas tous les jours évident. Autre composante qui est assez intéressante dans Parcours Digital, c'est que en termes de trajectoire professionnelle, notre objet, notre rapport à l'école de la deuxième chance, pourquoi ils travaillent toujours avec nous, c'est parce qu'on veut participer ensemble à leur insertion professionnelle. Et on a eu cette idée de faire se rencontrer des élèves ingénieurs en cours de formation et les élèves de l'école de la deuxième chance. Et donc, il s'est passé ce qu'on n'attendait pas véritablement, c'est qu'en fait, les élèves ingénieurs ont une perspective moins claire sur leur trajectoire professionnelle que les élèves de l'école de la deuxième chance. Et ça, la rencontre a été, je veux dire, humainement parlant, il se passe quelque chose de super intéressant dans cette rencontre, entre des jeunes qui galèrent et des jeunes pour lesquels la trajectoire elle est plutôt... Alors, il y a élèves ingénieurs, il y a élèves ingénieurs, il y a des gens qui ont vraiment, avant d'arriver à ce stade-là, eu des galères, traversé des problématiques d'immigration, etc. Mais globalement, quand même, ils ne sont pas au même niveau. Et pourtant, en termes de projection, les élèves de l'école de la deuxième chance sont plus aguerris, j'allais dire, à cet objectif, à cette vitalité pour eux, quoi. Les autres sont un peu plus dans une situation de confort. Je suis ingénieur, de toute façon, je trouve du boulot, quoi. Alors que les gens de l'école de la deuxième chance sont un peu plus... on va essayer d'avoir la niaque. Donc ça, c'était des chiffres, c'était vrai pour une année. Voilà. Et ça fait, je le redis, 4 ans que ça active. Enfin, que ça... Bref. Donc là, il n'y a plus de photos, parce que là, on rentre dans le vrai diaporama, donc celui qui nous concerne aujourd'hui, sur la question des badges. Parce que très vite, les badges sont intervenus pour essayer de reconnaître quelque chose dans Parcours Digital. On est au tout début de l'histoire construite autour des badges par Badge dans la Normandie, par le Dôme, etc. On est encore un peu frais sur le sujet, et moi le premier. J'ai eu un petit peu de mal à m'approprier le concept, à rentrer dedans, ça venait me bousculer un petit peu. J'avais un activateur émérite qui me poussait là-dedans, mais on a eu du mal à trouver les points de début de dire, voilà, autour de quoi on va construire la reconnaissance. Donc au départ, on part sur le plus basique, pour moi en tout cas, le plus simple à mettre en place, et on va reconnaître des savoir-faire acquis pendant leur trajet au sein du Fab Lab. Donc on a quand même essayé d'éviter l'écueil des niveaux, c'est-à-dire t'es niveau 1 c'est pas mal, mais t'es niveau 5 c'est super, quoi. Donc on a essayé d'éviter cet obstacle-là, d'une reconnaissance qui serait étagée, pour être sur une reconnaissance qui est beaucoup plus basée sur une observation, c'est-à-dire j'ai vu une imprimante 3D. Voilà, premier niveau. Je l'ai juste vu. Maintenant, je peux un peu en parler. Si on m'interroge dans la rue sur c'est quoi une imprimante 3D, ben voilà, c'est comme ça marche comme ça empile des couches de plastique, voilà, j'ai vu. Ensuite, j'ai pratiqué. Deuxième niveau. Pas niveau, mais vraiment, deuxième étape du rapport à l'objet. J'ai pu fabriquer un petit objet. Le plan, on me l'a donné, je l'ai mis dans la machine, et c'est moi qui ai piloté la machine quand même. Troisième étape, je l'ai nettoyé la machine, je l'ai entretenue même, c'est-à-dire que j'ai pu changer le fil, etc., etc. Et puis quatrième étape, j'ai pu transmettre ce que je sais faire. Donc voilà les quatre idées du badge. Avec des graphismes, alors c'est pas cela. Les graphismes, vous les avez là en haut à droite, hein, c'était les premiers. Le chronomètre il apparaît parce que je suis déjà en train de déborder? Oui, d'accord. Donc, on reconnaît les savoir-faire, j'ai vu, j'ai manipulé, j'ai entretenu, j'ai initié. Cette espèce de différents étages. Toujours en temps 1, les jeunes, ils ne connaissent rien au badge, encore moins que moi. Et donc, on les sensibilise sur l'action des badges ouverts quand ils viennent lors des ateliers. On essaie de s'accorder un petit temps pour leur faire comprendre ce que c'est que ce badge. Et ces badges, ils sont conçus par nous. On les a pensés dans notre petite tête, bien sûr, de nos savoirs et de nos compétences, ou pas, mais par nous en tout cas. Constat d'échec, un peu de choses près, c'est que les jeunes, les badges, ça leur parle absolument pas. Le processus d'inscription, il est fastidieux, il est chiant, il faut se créer un compte, on comprend rien. Je pensais que j'allais l'avoir directement, mais non, il faut que je dise oui, quand bien même j'aurais été jusqu'au bout de la démarche. Donc du coup, en fait, on émet, je sais pas, 50, 60 badges, et il y en a 2, 1 qui disent oui. Voilà. Donc on se questionne dans notre propre utilisation de ces badges et on essaye de progresser. Donc le temps 2, c'est qu'on va au sein de l'E2C et là, en collaboration avec les formateurs, alors c'est pas des formateurs au niveau du l'E2C, si, en collaboration avec les formateurs, on évoque la question des badges et on essaye de les projeter, les badges et les jeunes. On leur dit attention, peut-être qu'aujourd'hui les badges ça vous dit rien,
Mais nous, on fait le pari, et peut-être que vous pouvez le faire avec nous, je ne dis pas vous, mais les élèves de l'école de la deuxième chance, que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, ça va commencer à venir, et du coup, vous allez prendre un coup d'avance. Vous allez avoir un coup d'avance sur ce que les employeurs ou les gens dans vos environnements vont pouvoir accorder comme attention à cet outil. D'où le fait de mettre en perspective leur avenir et avenir des badges. Et puis aussi, de notre côté, on s'est aperçu qu'on n'impliquait pas suffisamment les formateurs de l'E2C dans le processus général. Et donc, on les active un peu plus. Voilà. Ça reste compliqué. Les jeunes ne se saisissent toujours pas de la proposition, ils en comprennent pas. C'est pas intelligible, en fait. C'est pas suffisamment concret, pas utilisé, pas diffusé, donc ils écartent à peu de choses près, ils écartent le sujet. Donc là, on commence nous aussi à mûrir, et moi le premier, dans la perception que je peux avoir des badges et des usages qu'on peut en faire. On va rentrer plutôt dans une dynamique plutôt de coup sur les savoir-être. Normalement, soft skills, hein, j'aurais dû le faire depuis le début, mais je ne l'ai pas fait depuis le début. Voilà. Et ça, on va les construire avec les jeunes, pour le coup. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui disent eux-mêmes, c'est quoi pour eux une positive attitude dans le contexte des ateliers qu'ils vont venir faire ici. Donc c'est eux qui imaginent ce qu'ils veulent se reconnaître entre eux. T'as été chiant, au contraire, t'as été je sais pas, gentil avec nous. Enfin, c'est eux qui définissent l'objet des badges, et donc on construit des badges avec eux. Donc là, les jeunes, ils se construisent, c'est mieux. C'est-à-dire que là, il y en a à peu près 1 sur 2 qui, dans le parcours général de présence au Dôme, va accepter les différents badges qu'on va pouvoir lui proposer. Donc on a franchi une véritable étape, et je pense qu'elle est extrêmement liée au fait qu'on les a impliqués dans le fait de définir les badges. Le temps 4, c'est celui que j'entendais un peu ce matin, et du coup je me suis dit qu'on n'est pas trop mal parti sur la question des badges. C'est plutôt de reconnaître la personne à son entrée. C'est-à-dire que, bien sûr on va le faire aussi au fil de l'eau, mais c'est dès qu'elle arrive, la personne, qu'elle a déjà des choses à dire, qu'elle est déjà quelqu'un, elle est déjà porteuse d'un ensemble de choses. Et on va faire un badge pour ça. Et ce badge-là, on l'a réfléchi avec eux, et on l'a réfléchi aussi à l'échelle des acteurs, la Ping, le Fun Lab, etc. Et donc ce badge-là, en plus, on a commencé les processus d'endossement, on a essayé d'en faire quelque chose, et qui est un badge qui devait être alimenté progressivement. Parce que les jeunes, c'est j'en suis là, hein, le badge j'en suis là de mon projet, et donc c'est un badge évolutif, forcément. Il n'en est pas au même endroit à l'arrivée dans le parcours qu'au bout de son parcours digital. Et on va le faire, comme je le disais en introduction, en plus, on va essayer de construire leur parcours autour d'objets sociétaux qui ont une forte valeur ajoutée sur le plan social. Et c'est tout ça concourt au fait que maintenant, ils se saisissent quand même beaucoup mieux des badges. Ils sont impliqués dans la construction. Leur parcours a une véritable utilité sociale, et on les reconnaît dès leur arrivée au sein du parcours. Donc ça fait trois facteurs autour desquels on peut commencer à ancrer quelque chose, et que les jeunes vont commencer à se saisir de la question des badges. Et j'ai presque fini, si on est dans le timing. Ça, je passe dessus parce que ça ne veut pas dire grand-chose, je l'ai déjà dit en plus. Vous m'excuserez sur les terminologies que j'ai employées, là, endogène, exogène, je n'ai pas trouvé de meilleur mot. Mais ce que je peux constater, sans être sociologue de formation, mais c'est que dès que ça les concerne directement, qu'on les implique, qui voient une utilité immédiate parce que c'est autour d'un projet qu'ils ont construit voilà, pour les aveugles, etc. Là, ça fonctionne. J'ai appelé ça endogène. C'est sûrement pas le bon terme. Par contre, dès que c'est le badge qui permet de se projeter vers un emploi, là, ça marche plus. Parce qu'il n'y a pas le pendant. C'est dans un périmètre qui leur échappe. J'entendais parler ce matin d'écosystème. Si effectivement le badge il est reconnu dans un écosystème territorial, très vite ça va se savoir par le bouche à oreille, les jeunes, etc. Et donc là on va retomber dans ce que j'ai appelé maladroitement là endogène, mais en tout cas il va y avoir une intelligibilité du badge et un badge ouvert, un badge qui ouvre. Et c'est ça qu'on va essayer de viser. Donc dans le cadre de territoires partagés, j'en parlerai demain, parce qu'on est aussi dans le contexte PIC, etc. Et c'est sur cette hypothèse de travail que maintenant on va essayer, enfin en tout cas dans le cadre de territoire partagé, puis au niveau de parcours digital, on va continuer à travailler ce sujet-là. Mais je sens bien, en tout cas c'est une intime conviction, qu'il faut qu'on aille maintenant nous plus loin aussi, et qu'on ait tout un travail autour de la constitution d'écosystèmes du jeune jusqu'à l'employeur, et d'impliquer tous les acteurs d'un territoire sur cette dynamique.
Et il n'y a que comme ça que la valeur badge pourra, par circulation, par cercle concentrique respectif, acquérir son vrai potentiel. Parce qu'aujourd'hui, il en a un énorme, il est posé intellectuellement. Enfin, moi, je vous entendais ce matin, c'était magnifique. J'ai souvent entendu Serge, c'est magnifique. Mais ça reste posé par ceux qui pensent le concept du badge dans ses potentialités. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut franchir cette étape supplémentaire, ce qui est franchi visiblement, ce que j'entendais ce matin de ce que fait le CIBC sur Saint-Lô et ailleurs, c'est de le penser en écosystème, véritablement. Et pas juste le penser, tu vas t'en servir comme clé d'accès. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai tenu. 29 minutes. 1, 2. Donc moi je suis là pour essayer de poser des questions et peut-être faire distribuer le micro s'il le faut. Donc toi tu as pris le micro sans fil, Mathieu. Je me permets. Donc est-ce qu'il y a des questions ou pas déjà? Levez bien la main, moi je suis contre jour. Je me rapproche, je ne vais pas vous le mettre sous le nez parce que voilà, avec les masques et tout ça, mais... Juste une question, votre objectif, il est autour des sciences et des techniques. Y a-t-il une incidence quelconque du fait d'être fille ou garçon dans votre dispositif? Dans les représentations, il y a une incidence. C'est-à-dire que, mais ça c'est vrai pas seulement pour les élèves de l'école de la deuxième chance, c'est vrai de façon générale. Ce qu'on constate dans la fréquentation des Fab Labs, c'est que c'est un public plutôt geek, plutôt masculin, plutôt bien formé, plutôt autour de 30 ans. Voilà, ça c'est la base. Donc tout notre travail, c'est de faire en sorte que ça soit différent. Et d'où l'intérêt de travailler avec des prescripteurs, donc comme l'école de la deuxième chance, c'est que là pour le coup, très vite, la question des genres ne se pose plus dans l'acquisition et dans l'appréhension des machines. Et là, ça se distribue extrêmement bien. C'est-à-dire que ça soit sur la machine à coudre comme sur l'imprimante 3D, il n'y a pas de différence de genre. Hein, on a des choses tout à fait surprenantes là-dessus. Donc, j'allais dire que le projet là-dessus, il met tout le monde au même niveau. Et les élèves eux-mêmes le vivent comme tel. Autre question, je suis parmi vous. Levez la main, merci. Bonjour, il me semblait que vous travailliez en forme de Process Living Lab, et si oui, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Alors, la personne qui a le micro à côté de vous est mieux placée que moi pour le concept Living Lab, c'est... Bon, je te laisse, François. Non, ok, vraiment juste là-dessus, parce que je pourrais vous en parler des heures. Voilà, Mathieu, déjà, si j'avais juste à m'appuyer sur la partie Living Lab qui a été faite ici, par exemple, sur la dernière session qu'on a fait sur le parcours digital, chaque jour, on demandait aux jeunes, sur les 4 sessions, de déposer un post-it et un mot en disant « Tiens, aujourd'hui, j'ai appris quoi? Aujourd'hui, j'ai aimé quoi ?» et ce genre de choses. Donc finalement, c'est bien eux, dans la partie co-construction de qu'est-ce qu'ils voulaient dire, faire raconter, sur lequel ils ont participé là-dessus, ce qui est assez anecdotique. Sur l'autre volet, c'est sur la partie handicap, sur la partie des thématiques qui sont là. L'idée, c'était justement de pouvoir faire travailler ces jeunes avec des personnes en situation de handicap, de pas que ce soit forcément elles qui se projettent en disant bah, tiens, de quoi il a besoin un handicapé, mais une personne en situation de handicap, mais vraiment que ce soit aussi l'usager qui soit porteur de ses propres usages. Et puis vous l'avez vu, il y a eu plein de badges différents qui ont été faits. Pour le coup, c'est vraiment des retours là, d'usage, d'usager, de la façon dont c'est fait, dont c'est utilisé, la façon dont on délivre, la façon dont on travaille cette reconnaissance. Elle est faite aussi de ces allers-retours et cette co-conception qui est faite avec les publics. Donc voilà ce que je peux dire spécifiquement sur la partie de ce projet-là. Après le Living Lab, si vous voulez, ce soir, après les ateliers, je pourrais vous montrer tout ce qu'on fait en Living Lab ici. Mais là, ça se prendrait... Je rajouterais le fait dans la mixité des publics, c'est-à-dire que vous avez bien compris, et ça va s'accentuer. C'est-à-dire que ce qu'on a immédiatement essayé de faire avec l'école à deuxième chance, j'arrête pas de la citer parce que c'est le gros de la troupe. Les jeunes qui sont de la mission locale, les jeunes qui sont sous main de justice, ils sont beaucoup plus faibles quantitativement parlant. Il n'empêche qu'ils sont là. Et donc quand les jeunes ils arrivent ici, il n'y a pas que les jeunes de l'E2C. D'abord, il y a du public naturel du Fab Lab. Ensuite, il y a des jeunes qui sont sous main de justice, il y a des jeunes de mission locale, il y a des gens d'Orange Solidarité, il y a des gens du Dôme. Et donc, en fait, on essaye de faire en sorte qu'ils ne soient pas stigmatisés dans leur positionnement élèves de l'école de la deuxième chance. Et ça va s'accentuer dans les temps à venir. C'est très difficile, le diable étant dans les détails, c'est très difficile à organiser sur le plan de la programmation pure, hein, de l'ingénierie culturelle en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut mettre en coïncidence les temps, les désirs, les processus d'apprentissage, les calendriers de tout le monde, etc. C'est extrêmement compliqué. Mais par contre, quand on y arrive, c'est assez génial. Parce qu'en fait, c'est comme quand vous venez sur un festival, les publics se mélangent. Et ben, ce qu'on aimerait bien faire dans le contexte de parcours digital, c'est ça aussi. C'est que ça se mélange encore plus. Et ça, c'est aussi un peu du Living Lab. Une dernière question, peut-être? Oui. Bon, on a fait le tour dans ce cas-là? Non, vous êtes sûr? Du côté de... On est bien. Non, ici, une main qui se levait ou pas? Non.
Bon ben voilà. Je pense qu'on peut remercier Mathieu, Merci. François, merci beaucoup.